concept comme tel de l'habitation partagée, c'est pas un concept très connu ici au Canada, c'est émergent, mais c'est un concept qui existe depuis une trentaine d'années en Europe et aux États-Unis. C'est une formule prouvée, souvent de façon intergénérationnelle ou interculturelle. Et je dirais que notre timing est vraiment, vraiment propice au moment pour la mise en œuvre d'un tel projet qui adresse plusieurs enjeux sociaux en même temps. Si on parle de la pandémie qui a mis en lumière le phénomène du vieillissement, ce projet s'intéresse à l'isolement social des aînés, mais aussi du logement. Je devrais dire plutôt le manque de logement ou le manque d'options qu'ont nos personnes âgées pour leur offrir un logement accessible et abordable. Mais pas seulement pour les personnes âgées, pour les moins jeunes aussi. Alors, par exemple, on dit qu'ici à Ottawa, 40 des ménages locataires vivent dans un logement inabordable, qui veut dire que les gens dépensent plus que 30 de leurs revenus sur le logement. Aussi, 25,8 des personnes âgées habitent seules. Puis ça, ce n'est pas un chiffre qui est à veille de diminuer. Donc, quand on considère ces statistiques, ça va de soi qu'il faut mettre en œuvre des projets, des solutions concrètes qui peuvent justement répondre plus vite que plus tard à ces besoins-là. Et c'est ce que Habitation partagée Mirella propose. C'est une solution concrète de vivre ensemble et c'est une solution qui peut s'intégrer facilement parce qu'on utilise des maisons déjà existantes dans la communauté. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on jumelle deux personnes qui ont des affinités et des besoins complémentaires. Une étant l'accueillante, qui est la personne avec le logement, la maison et avec une chambre de libre, bien évidemment, qui peut bénéficier d'un soutien ou d'une présence rassurante, et l'accueilli, qui est la personne qui recherche un logement abordable. Donc, deux personnes qui ont des besoins, qui cohabitent ensemble dans un logement et qui s'entraident. Et notre responsabilité ou les services qu'on offre, c'est tous les services qui sont nécessaires pour faciliter ce processus de jumelage et d'accompagnement dans la cohabitation. Comment on fait ça? Bien, on commence par une entrevue avec les personnes intéressées pour déterminer leurs besoins, leurs attentes, leurs intérêts. Ensuite, on demande de fournir des références, on demande aussi une vérification du casier des antécédents judiciaires. On fait une inspection du logement pour garantir la sécurité des lieux. C'est un processus assez rigoureux qui prend un peu de temps, mais qui est important pour la sécurité des personnes, des participants, puis pour nous aussi. Aussi, Mirella s'intéresse beaucoup au développement humain, c'est-à-dire qu'on a un de nos objectifs qui est de bâtir des compétences interpersonnelles, de communication, de collaboration. Donc, on offre des formations en développement personnel pour renforcer les liens entre les membres qui cohabitent, mais aussi pour les membres de la communauté. Alors voilà, Mirella, c'est un modèle qui s'enracine dans des valeurs humaines, d'engagement, de confiance, de respect. Et ce qu'on dit, c'est que Mirella, ou choisir Mirella, c'est avant tout choisir de vivre en solidarité, mais c'est aussi choisir son bien-être. Comme l'a fait la dame de 86 ans avec qui je cohabite en ce moment, qui veut vivre dans sa maison le plus longtemps possible. Parce que c'est ça la tendance en ce moment. Les gens cherchent à bien vieillir, à vieillir le plus longtemps possible dans leur maison, en sécurité, dans leur communauté. Alors, je conclus en disant que les prochaines activités de habitation partagée Mirella incluent l'incorporation en organisation à but non lucratif, le lancement d'une campagne de sensibilisation pour faire connaître les bienfaits de ce modèle en 2021 et le recrutement de participants francophones dans la région d'Ottawa et des environs pour un projet pilote qu'on espère débuter en mai 2021. Alors, si ça vous parle ou si vous connaissez une personne âgée ou non qui pourrait bénéficier de ce modèle de logement, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir davantage au courriel suivant, habitation avec un S, Mirella, M-I-R-E-L-A. Je mettrai ça dans le chat finalement, @gmail.com. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mireille. Pendant que tu parlais, j'ai mis ton courriel dans le chat.
On Super. commence à être pas si pire avec la manipulation des Zooms. Tout le monde, je voudrais de un remercier ma collègue, Maya qui nous a fait une belle introduction, mais qui n'a pas précisé qu'elle est ma collègue à l'atelier d'innovation, sociale et qui fait la technique, pour toute la série, qui offre un soutien, tout à fait extraordinaire à cette série, aussi extraordinaire de 10 webinaires qu'on a lancés en sachant pas dans quoi on s'embarquait vraiment cet automne. 10 webinaires plus tard, c'est plus que 300 personnes qui se sont joints à nous pour être formées sur les les différents outils dont on a besoin pour mener à bien nos projets. Et puis, je suis très contente aussi de la formule qu'on a développée au cours de ces 10 webinaires-là, d'avoir systématiquement une personne qui tourne autour de l'atelier, donc des projets qu'on accompagne, des étudiants, des étudiantes qui sont passés par l'atelier pour concrétiser un petit peu ce qu'on fait nous, mais aussi c'est quoi l'innovation sociale. Donc, merci à Mireille et à Megan d'être là et aux autres qui sont venus aussi présenter. C'est le temps maintenant qu'on ferme cette longue introduction et que je vous présente la personne que vous êtes vraiment venu entendre parler aujourd'hui. Et moi, je suis très contente d'être là aussi aujourd'hui parce qu'elle a des compétences qui couvrent vraiment large range, mais aujourd'hui, elle nous parle de quelque chose qu'elle fait qui permeates, qui est dans tout ce qu'elle fait en fait. Donc, est-elle côté? Est présidente fondatrice de Mécénès et d'Institut social, impliquée activement en économie sociale et solidaire depuis 40 ans. Elle est une entrepreneure sociale, une agente de changement, une tisserande en innovation sociale et une leader en développement économique communautaire, particulièrement des entreprises collectives, dis-je, avec perspective de genre en Ontario, au Canada et à l'international. Elle a formé 37 000 personnes et accompagné plus de 600 organisations, entreprises d'économie sociale et coopératives. Accessoirement, c'est la vice-présidente de mon CA. Ça a été une personne clé pour m'aider à prendre mon poste de directrice générale à l'atelier d'innovation sociale en pleine pandémie. Et je suis très contente de l'entendre aujourd'hui sur une économie féministe. À toi, la parole est-elle. Ben, merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup aussi, Mireille, d'avoir présenté. Puis merci beaucoup, Maya, parce que quand on organise des sessions comme ça, ben, il faut s'assurer que tout va bien. Et merci à vous tous et toutes qui sont en ligne. Puis je pense que j'aurais pu dire juste toutes, parce que je ne suis pas certaine, mais je pense qu'en grand nombre, nous sommes des femmes. Et est-ce que vous voyez bien la présentation? Je vois les. Oui, parfait. Donc, on se retrouve au 10e webinaire. On est une variété d'organisations qui ont mis la main à la pâte pour organiser le tout. Je ne me présenterai pas autrement que ce qu'Alice a présenté, mais ceci dit, est-ce qu'on enregistre aujourd'hui les filles? Oui, parfait. Donc, l'économie sociale et solidaire, je dis souvent aux gens quand je me présente, je suis tombée dedans quand j'étais très, très, très jeune. Euh, on parle de 16, 17, 18 ans, mes premières expériences collectives socio-économiques. Et j'ai navigué en étant impliquée dans des structures autant au niveau local, éventuellement régional, éventuellement provincial, national et international. Donc, la première chose que je vais vous demander, parce que vous allez avoir besoin de votre petit téléphone cellulaire, on va parler de genre, puis après ça, on va rentrer vraiment dans l'économie sociale et je vais vous raconter un peu une histoire. Pourquoi aujourd'hui, puis même bientôt au Canada, si tout va bien avec les Nations unies, on aura aussi une grande formation qui sera offerte aux accompagnateurs et accompagnatrices de gens qui créent des entreprises d'économie sociale. Donc, on va vous informer les premiers parce que vous êtes à la session. Donc, vous dactylographiez www.menti.com, le code 22 25 61 et 5. Et qu'est-ce qui aurait changé dans votre vie si vous étiez né de l'autre sexe? Donc, vous pouvez écrire une fois. Je pense que je vous ai permis d'aller jusqu'à 3 fois, 3 idées, mais je vous invite à aller l'écrire. Puis on va se donner un peu de temps. Et pendant ce temps-là, moi, pendant que vous êtes dactylographié, je vais faire un petit peu d'animation. Euh, donc, moi, quand je dis que je suis tombée dedans très jeune, c'est que très jeune, après l'école secondaire, j'ai eu mon premier bébé.
Et donc, j'ai dû arrêter mes études postsecondaires et je l'ai appris un peu à la dure, comme plusieurs autres jeunes filles, à trouver des stratégies collectives pour m'en sortir, pour améliorer ma qualité de vie. Donc, très tôt, ça a été de travailler sur une genre de garderie collective. Puis après ça, de vivre dans une coop d'habitation en 5 unités. Après ça, de vivre d'aller acheter mon produit avec mes aliments dans une coop qui s'appelait la coop des sans-associés, qui était vraiment une coop de partage. On se rendait au même endroit, puis tout ça. Puis, donc, j'ai appris en vivant cette solidarité-là, puis en marchant, vraiment en gravissant toutes les marches pour améliorer ma propre qualité de vie comme personne, mais aussi de ma famille. Puis éventuellement, ben, au fur et à mesure, on travaille avec plein de monde, puis on s'entraide, puis on se rend compte qu'on fait des grands changements dans bien des vies. Puis, ceci dit, je vois les réponses qui arrivent si on était né d'un autre sexe, moins d'harcèlement, plus de crédibilité, plus d'opportunités, la sécurité physique, plus riche, moins peur, estime de soi, prendre la parole. Puis vous voyez un nuage de mots comme ça, quand des personnes l'ont écrit plus d'une fois, ça apparaît plus grand, plus grandes ambitions, plus physique. Ah, c'est quand même intéressant, hein, comme réponse. Bon, normalement, dans le processus d'accompagner en se questionnant sincèrement sur le genre et comment créer des entreprises d'économie collective, ça, c'est un exercice que l'on fait. Puis après ça, c'est sûr qu'on fait des briefings, puis on regarde quelles sont les racines des mots que l'on projette. Là, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais j'espère que en regardant les réponses, parce que je trouve que c'est assez révélateur, puis ce que je vais vous présenter dans l'atelier, que vous allez voir qu'on s'est organisé finalement à travers le temps à se doter de ressources pour réellement intégrer le genre. On prend pour acquis que c'est intégré dans l'économie sociale, mais ce n'est pas le cas, puis vous allez voir en partageant avec vous. Donc là, je sais, on est rendu à 12, on est rendu à peut-être 20 quelques personnes en ligne. Je devrais passer à autre chose, mais quand vous allez avoir la copie de la présentation, vous allez voir ces réponses-là. Puis si vous n'avez pas eu l'occasion d'écrire, faites juste y réfléchir à une ou deux choses qui auraient changé dans votre vie. Et c'est assez impressionnant quand on se pose la question. Donc, pour mettre la table, dans la mise en contexte, au niveau de l'économie mondiale, on le sait, là, ça ne marche pas, hein, ça ne fonctionne pas pour les femmes, ça compromet vraiment nos droits fondamentaux. On est vraiment souvent laissés pour compte. Les femmes effectuent la majorité, donc 76,2% des soins non rémunérés, des travaux domestiques dans le monde. Puis là, ça a empiré dans le temps de la COVID-19. Donc ça veut dire à quelque part que quand on parle de l'économie, déjà, elle nous marginalisait. On n'était pas traités de façon égalitaire, on n'avait pas accès aux mêmes ressources. Là, en temps de pandémie, ça a été accentué. Puis en plus, tout le travail que l'on fait, qui n'est pas reconnu, qui est associé aux soins, à la personne, à nos parents, à nos enfants, à des personnes autour de nous qui seraient malades, ou les travaux domestiques. Tu sais, c'est quand même, ça prend beaucoup de notre temps. Moins de 15% des propriétaires fonciers sont des femmes. Et ça, c'est le Nord et le Sud confondus, là. C'est tout ensemble. C'est un chiffre global. Une femme sur trois subit de la violence et seulement 24% des parlementaires sont des femmes. C'est quand même révélateur. Quand on regarde les personnes, surtout les femmes qui s'intéressent à l'économie féministe, puis ça, c'est Maria, une collègue en Espagne, REAS, c'est le réseau d'économie sociale et solidaire en Espagne. Eux autres ont vraiment essayé de documenter c'était quoi ça, l'économie, si elle est plurielle, cette économie-là. Ce qu'on voit de cette économie-là, c'est quoi? Puis c'est vraiment l'économie publique, privée, de production, de marché, de consommation. C'est ça qui est visible. Mais tout le reste, tout ce qui est privé, la reproduction, la communauté, la maison, ça fait partie de l'économie aussi, mais c'est souvent très invisible. Donc, qu'est-ce que l'économie sociale ou l'économie sociale et solidaire pour vous? Donc là, j'imagine que votre petit pouce puis vos doigts sont beaucoup plus rapides, puis je vais vous demander d'écrire un ou deux mots. Parce que si on est du Nouveau-Brunswick, j'ai vu les noms, là, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, je peux vous dire une chose, qu'on n'a peut-être sans doute pas les mêmes perspectives ou les mêmes définitions. Donc, ah oui, Chloé, tu as raison. Surtout dans un pays comme l'Espagne, très machiste.
Tout à fait raison. Si jamais il y en a qui ont le goût vous lisez l'espagnol et que vous avez le goût de lire la présentation de Maria, c'est vraiment, elle décortique toute la problématique de l'économie, toutes les inégalités que cette économie-là crée dans la société. Puis après ça, elle reconstruise sur les fondements de l'économie féministe. C'est très, très intéressant. Communauté sert à la communauté, il y a du sens, c'est une économie à échelle humaine, c'est une économie qui a du sens. Assurément, on travaille pour le bien-être commun, pour le bien collectif, on est ensemble. L'économie sociale et solidaire, c'est une approche collective. On est ensemble pour faire des choses, on est ensemble pour se doter des services de proximité. On est ensemble pour répondre à de vrais besoins. En économie sociale ou en économie sociale et solidaire, il n'y a pas d'initiative qui se crée s'il n'y a pas un besoin premier, puis si ce n'est pas porté par des gens. Oui, c'est démocratique, ou ça tend vers la démocratie. Disons, à certains endroits, il faut aussi améliorer nos pratiques. Je l'ai dit, collectif, bien collectif, une économie co-créée. Oui, la logique de co-création est au cœur même de comment on réfléchit ensemble, comment on va débattre, comment on va nommer les problématiques, mais aussi comment on va co-créer pendant nos moments d'apprentissage, nos moments de développement, puis nos moments aussi de mise en œuvre de nos pratiques collectives. Donc, on va aller... Là, j'ai choisi, parce que je fais partie depuis quelques années d'un réseau, je suis sur le comité Femmes, Économie sociale et solidaire du RIPES, Réseau intercontinental de promotion d'économie sociale et solidaire, parce qu'au Canada, d'un bout à l'autre du pays, on n'a pas la même définition. La seule province qui a une définition qui est partie de la base, qui est partie du monde, qui a été débattue même dans les groupes de femmes, qui a été débattue dans les coopératives, puis qui a pris du temps à rallier tout le monde, une bonne quinzaine d'années de co-construction, c'est au Québec. Il y a une belle définition d'économie sociale, puis je vais vous dire que cette définition-là a aussi inspiré pas mal de définitions, que ce soit au Mali, au Sénégal, en Amérique latine, là, que ce soit Bolivie, Colombie, Brésil, qui est très, très actif, un mouvement très, très fort. Donc, je suis sortie de nos sentiers battus, j'ai été chercher la définition du RIPES, qui a pris aussi des années à co-construire, parce qu'imaginez, chaque personne, hommes et femmes de différents milieux, rural, urbains, de tous les continents, ont co-construit cette définition-là en s'inspirant des pratiques sur le terrain. L'économie sociale et solidaire est une alternative au capitalisme. Les citoyennes jouent un rôle actif dans l'élaboration de toutes les dimensions de vie humaine, économique, sociale, culturelle, politique et environnementale. L'ESS est présente dans tous les secteurs de l'économie. Elle est pensée, elle est mise en œuvre pour transformer le système économique et social. Puis elle inclut tous les autres secteurs, que ce soit public, privé ou le tiers secteur. Dans certains pays, tout le milieu associatif, on appelle ça le tiers secteur. L'ESS, dans ses valeurs, dans ses principes, dans ses pratiques, puis je dis bien elle s'efforce de surmonter les inégalités qui touchent toutes les personnes et toutes les classes de la société. Ceci dit, très belle définition, mais si on revient là, dans nos petits souliers là, et dans notre réalité, que ce soit en Ontario, au Québec ou ailleurs, on se rend compte que l'égalité femmes-hommes, au niveau de l'autonomisation des femmes, oui, c'est intégré l'égalité dans la définition, dans les valeurs, mais dans la pratique, il y a une distorsion. Euh, de ce qui se vit. Les femmes en ESS, même si on est 66 à 70 au Canada et 70 c'était au Québec, 80 en Afrique, même si on est majoritaire, on est souvent invisible dans beaucoup des stratégies, dans beaucoup des approches, dans beaucoup de pratiques et même de stratégies d'accompagnement pour le développement de nos entreprises. On ne tient pas compte nécessairement des femmes, comment on accompagne. Le chantier de l'économie sociale avait fait toute une démarche de recherche-action dans les entreprises d'économie sociale, qu'elles soient coopératives ou associatives. Puis, ça a été documenté. Le rapport, d'ailleurs, est sur leur site. Puis, ils se rendaient compte aussi, dans toutes les statistiques qu'ils avaient amassées, que plus le nombre d'employés augmente dans une entreprise d'économie sociale solidaire, plus les DG, les directions générales, sont masculins. Puis l'entrepreneuriat collectif devient de plus en plus ségrégué. Puis on se rend compte encore là, si on regarde l'ensemble des pratiques, que même si on dit que dans cette économie-là, puis on a créé des pratiques de finances sociales, que le financement semblerait plus accessible pour les hommes,
car 2 fois plus d'hommes que de femmes vont demander un prêt. Puis pourquoi les femmes ne vont pas demander un prêt? Donc ça, c'est toute une autre problématique en soi. Donc ceci dit, moi, je vais vous revenir à moi. Un jour, j'étais directrice générale du Conseil de la coopération d'Ontario et comme bien des organismes intermédiaires qui font de la formation, j'accompagnais, j'offrais de la formation et ceci dit, on donnait beaucoup d'ateliers sur comment créer des coopératives. Puis il y avait souvent plus de femmes que d'hommes qui venaient, un peu les statistiques qu'on voit tout à l'heure, donc beaucoup plus de femmes intéressées par cette forme d'entreprendre autrement, d'entreprendre avec d'autres et tout ça. Sauf qu'à la fin, les hommes, après la formation de 6, 7, 8 sessions, démarraient très souvent leur coopérative ou autre chose, quand les femmes, moi je vous dirais presque 100%, ne démarraient pas. Est-ce que ça ne leur parlait pas ou tout ça? Puis à force de faire quelques ateliers, je me suis dit, mais là, ça n'a pas d'allure. Il faut que je fasse une rencontre entre plusieurs de ces participantes-là. Je ne cassais pas de jambes puis je ne cassais pas de bras. Là, j'ai fait une invitation. Il y en a qui sont venus parce que oui, la formule collective d'entreprendre, ça leur parlait. Mais en discutant avec elles, on s'est rendu compte il y avait une préparation avant de se lancer dans les étapes traditionnelles de développer. Il y avait une valorisation qu'il fallait mettre au jour, valoriser et reconnaître les acquis des femmes. Il fallait travailler parfois sur l'estime de soi, sur la littératie économique. Pas tout le temps, mais ce qu'on se rendait compte, là, que plusieurs des femmes qui étaient venues ont dit, écoute, c'est pas pour moi, je comprends pas ça, l'économie, ou je comprends pas ça, les affaires. Puis, à force de discuter avec elle, on a créé cet outil-là, Coopérer au féminin, c'est réussi autrement. On n'en a pas parlé sur tous les fronts, mais on s'est rendu compte, nous autres, dans notre pratique, que réellement, à la fin de nos processus, il y avait de plus en plus de femmes qui passaient à l'action. Donc, elles se sentaient plus outillées. À force de brasser dans mon petit coin de pays, en Ontario français, puis à un moment donné, tu vas te ressourcer au chantier au Québec, puis au réseau canadien de développement économique communautaire. Bien là, à un moment donné, on me dit, il y a une conférence internationale, ça va être la première, ça va être la rencontre de la globalisation, de la solidarité. Les acteurs du Québec, mais aussi de différents pays vont se retrouver. Ça va se passer à Dakar. Et j'étais comme la francophone hors Québec sur un grand réseau qui tend à être bilingue, mais puis ils m'ont dit, ben, est-ce que ça te tente de faire partie de la délégation? Donc, je me suis retrouvée à ce forum-là un an avant et après ça à Dakar en 2005. Puis, on s'est rendu compte, on voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, aussi beaucoup, beaucoup d'hommes, pas beaucoup de jeunes. Il y avait à peu près 1 200 participants. Puis là, dans le programme, il n'y avait rien pour qu'on puisse parler de notre réalité, puis tout ça. Puis finalement, les femmes, à force de se rencontrer ou qu'on qu'on s'accroche ici et là dans le programme ou dans les activités, on a décidé d'improviser carrément. On a fait un programme off, hein, c'est souvent ça qu'on fait. On a fait un programme off, on a pris une tente qui était vide, on s'est organisé un panel. Et le panel que vous avez là, vous avez Madame Kaba au centre, qui venait de la Guinée, Neda Angulo qui parle au micro, qui venait du Pérou, Madeleine Hersan qui venait de la France, moi qui venais du Canada, il y avait une dame qui venait du Japon, il y avait une autre dame qui venait d'un autre pays d'Afrique. En tout cas, puis une de l'Espagne. Puis tout d'un coup, c'était la première fois qu'on avait un espace pour parler de comment ça se vivait, qu'on était fiers de nos pratiques. Puis on commençait à nommer certains défis. Puis là, qu'on soit dans différents contextes, on nommait à peu près les mêmes défis, les mêmes enjeux dans notre mouvement et ailleurs. Donc là, c'est sûr qu'on est resté en lien. On a créé d'autres espaces dans nos milieux respectifs. Là, je vous mets des diapositives dans mon propre milieu, créer des formations, approcher des organisations, puis dire, il va falloir donner de la formation, s'informer, se mettre en réseau pour s'entraider, puis tout ça. Puis vraiment, ça a fonctionné. Puis éventuellement, on a créé des liens avec le Maroc, le Mali, puis des belles solidarités entrepreneuriales. Puis les femmes qui ont les foulards en haut, c'est quand il y a eu le Global Social Economy Forum à Montréal, où est-ce que là, avec le chantier, puis les femmes de Relais Femmes, on a décidé de proposer un atelier au forum, pas off forum. Puis ça a été un des ateliers les plus populaires. Puis on s'est dit, même si il va peut-être avoir 75 à 100 femmes dans notre atelier, on va faire des centaines de foulards et on va les donner aux hommes et aux femmes qui sont réellement sensibles à l'égalité de genre dans l'économie sociale. Et puis là, ça faisait des jaloux parce qu'on avait peut-être 200 foulards. On les voyait partout, vous voyez comment ils sont bons. On voulait rendre visible quelque chose qui est majoritaire dans une économie, mais qui était carrément invisible. Et la petite photo du centre, ça, c'est encore là, je me suis retrouvée à représenter le Canada
à la rencontre de l'Asie. Et là, la même chose. On avait proposé un atelier, ça n'avait pas été retenu. Là, je parlais avec 2, 3 organisateurs, j'ai parlé avec des femmes, je peux parler français, anglais, espagnol, donc on se débrouillait. Puis tout d'un coup, on a dit, on en fait un atelier. On s'est retrouvés 200 femmes, anglo, franco, espagnol et plein d'autres langues. Puis on est les seuls à la plénière de cette rencontre-là de globalisation, de solidarité à Manille. Puis là encore là, les femmes qui sont là, ça représente les continents, à nommer à voix haute une déclaration. Et cette déclaration-là qu'on a coécrite ensemble parlait des valeurs, parlait de l'égalité, parlait de comment l'économie sociale et solidaire, si elle voulait être vraie avec ses valeurs et ses principes, devait se transformer. Mais on était beaucoup plus dans le plaidoyer puis de se convaincre entre nous, pas juste entre nous les femmes, mais avec nos alliés, les hommes dans cette économie-là, mais il fallait agir autrement. Donc, à force d'être un peu partout comme ça, j'ai découvert une organisation. Non, moi, je ne l'ai pas découverte, ils m'ont découvert. C'est Quartier du Monde, un réseau féministe, une organisation féministe qui est basée à Paris, qui a une antenne au Maroc. Et ils ont créé Femmes du Monde, un réseau d'entrepreneurs solidaires. Ils m'ont approché pour me demander si je voulais être la référente en économie sociale et solidaire. J'ai dit oui sans savoir dans quoi on embarquait et ça a été une trajectoire de 6 ans où est-ce que là, j'ai appris à découvrir autant les partenaires et on était vraiment dans une logique de valoriser, mettre en valeur, concrétiser, développer, co-créer, mais surtout apprendre et marcher ensemble pour soutenir des pratiques dans la communauté. Donc, les domaines d'expertise, puis en passant, toutes les photos que vous voyez, ce sont des photos qui viennent d'événements qu'on a vécu pendant 6 ans, soit le forum qu'on faisait en mode présentiel, où est-ce qu'on se formait, puis on co-construisait un outil que je vais vous présenter dans quelques minutes, ou quand on parlait de, on va aller à une foire, puis on va vendre nos produits, on avait une formation l'année avant, l'année après, quand on s'est retrouvés à Paris, puis on l'a fait aussi en Bolivie, puis en Colombie, les femmes amenaient leurs produits. On avait appris comment le faire. Les femmes avaient appris à faire leurs étiquettes, à calculer leur prix en fonction de la devise du pays. Puis on allait carrément dans les foires déjà organisées où on en créait une. À Paris, c'était à Belleville. Puis les femmes apprenaient, on apprenait, même si j'étais la référente puis celle qui devait former, j'étais réellement une accompagnatrice, une facilitatrice pour mettre en lumière déjà les talents, les expériences, puis aussi amener des fois des ressources qu'on, encore là, on bonifiait ensemble. Puis là, quand vous voyez la grande photo en bas, là, bien, on a osé, tu sais, le business model canvas là, que tout le monde parle en développement entrepreneuriat. Bien, nous autres, on l'avait amélioré une fois, on l'a testé pendant 1 an dans différents pays, dans les 8 différents pays, et ça ne marchait pas plus. Puis là, on s'en est créé un à notre main, qui est un canevas d'affaires avec perspective de genre, que moi, je me sers dans ma pratique depuis déjà 5, 6 ans, et que toutes les femmes, ça a été traduit en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en arabe, en bambara, en tout cas, toutes sortes de langues pour aider les femmes à vraiment. Mais dans notre démarche en chambre, parce que pendant toutes ces années-là, on s'est questionné. Qu'est-ce qu'on aimait dans l'économie sociale et solidaire? Est-ce que c'était dans cette économie-là qu'on voulait créer nos pratiques ou c'était ailleurs? Qu'est-ce qu'on connaît? Quel autre genre d'économie qui pouvait nous parler? Puis là, on a même organisé un forum avec des spécialistes au niveau de l'économie féministe, des femmes très actives. Puis là, on a débattu de la question, puis on a essayé de voir quelles étaient les valeurs communes. Puis il y avait la durabilité de la vie, la critique du capitalisme, l'organisation démocratique, l'enracinement dans l'organisation communautaire. Puis là, on voyait les spécificités. Puis finalement, nous, on a dit, on est toujours très actifs dans l'économie féministe. Puis on faisait partie du grand forum international qui a eu lieu pendant des mois, là, qui vient tout juste de terminer, qui est le Grand Forum international des économies transformatives. Mais on a choisi par nos pratiques l'économie sociale et solidaire, mais en disant, elle ne peut pas rester comme elle est. Il faut réellement intégrer le genre dans toutes les pratiques, dans tous les accompagnements, dans tout le financement. Et c'est là qu'on a créé un paquet de choses. Entre autres, la stratégie de ce qu'on a développé à travers le temps, des années, c'est qu'on a développé 6 axes de travail pour vraiment aider à l'empowerment socio-économique des femmes. Puis là, je ne dis pas là, que c'est comme
monde comme moi, là, qui ils se disent, ou on se fait dire expert, puis que là, on va penser projet. Chaque initiative, chaque axe a été pensé par des femmes, pour des femmes, a été validé dans les contextes, dans 8 différents contextes, auprès de milliers de femmes. Puis là, on revenait, puis là, on disait, oh, il faut travailler aussi encore sur les violences. Oups, on développe des entreprises d'économie sociale, il faut travailler sur l'alphabétisation. Oups, il faut travailler sur l'accompagnement personnalisé et adapté aux gens quand on développe des initiatives. Et puis, il faut continuer à travailler sur les droits. Et à un moment donné, encore là, le mouvement, ben, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes de tous les âges. On s'est mis à travailler réellement, pas juste l'alphabétisation et l'économie sociale solidaire avec perspective de genre, mais aussi genre et masculinité, pour avoir de plus en plus d'hommes qui embarquaient avec nous. Donc, si je vous demandais, c'est quoi l'économie transformative? Parce que là, je viens de vous dire qu'il y a eu un grand événement, je ne sais même pas si vous en étiez au courant, informé, mais il y a eu des beaux moments de débat, de rencontres, d'apprentissage, et je vous invite vraiment d'aller voir le... Oups, oui? Quelqu'un a Je demandé... t'entends pas, ma chère. Oui, vas-y. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui. Quelqu'un a demandé ce BCM est-il... BMC, je m'excuse, est-il disponible? Business Model Canvas avec perspective de genre. Et oui, on l'a créé en libre accès, on l'a co-créé à 69 paires de mains. Assurément, on le rend disponible et vous allez le voir tout à l'heure. On a même les explications, puis on a même les questions guidées, comme si vous étiez facilitatrice d'un groupe. Quelles questions vous pourriez poser pour vraiment enclencher la conversation? Et oui, oui, oui. Puis là, je vois qu'un autre Alice Trudel s'en vient. Puis, y avait-tu d'autres questions? Donc, écoutez, vu que le temps passe vite, je vais vous amener tout de suite dans certains outils. Puis, honnêtement, pas juste le Canva qui a été rendu accessible. On a créé un petit guide. Les 6-7 ans qu'on a travaillé ensemble, les 69 paires de mains dans 8 différents pays et qu'on a à chaque étape questionné sur comment faire, comment mieux accompagner, quelles questions il faut vraiment se poser, pourquoi à un moment donné on a des freins, on a des barrières, des fois ça vient d'autour de nous, des fois ça vient au sein de nos collectifs, gérer nos conflits, gérer nos tensions, appliquer vraiment la démocratie entre nous et entre tous les membres de nos coopératives et nos associations. Ce guide-là, vous avez le lien sur la diapo. On peut peut-être essayer de le copier aussi, mais ceci dit, il est gratuit. On l'a rendu accessible. Il est présentement en français, en espagnol. Il va être traduit en anglais. Et si tout va bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on ferait partie des pays où est-ce que bientôt on formerait des formateurs, des formatrices, parce qu'il y a à peu près une cinquantaine d'outils, ressources, exercices pour chaque étape de développement d'une entreprise d'économie sociale, où est-ce que on ne la fait pas juste pour la faire ou pour avancer de 3 pas, on va se le poser les questions du genre tout au long de la démarche. Donc, ça, c'est le guide. La photo, ben, je suis fière de dire que c'est ma photo que j'avais prise. C'est des femmes, c'est un exercice où est-ce qu'on rêve et quand on rêve, les femmes soufflent un ballon, puis éventuellement, il y a d'autres femmes qui jouent les avocats du diable. Tu sais, toutes les menaces du marché qui vont vouloir écraser ton rêve, qui vont vouloir te rabaisser. Et les femmes tiennent leur ballon bien serré. Et là, ces gens-là circulent, puis de temps en temps, il faut que tu laisses aller de l'air si tu n'as pas la réponse à l'attaque qui t'est faite. Éventuellement, il y a des ballons qui se dégonflent, les ballons se regonflent. Puis en tout cas, c'est un exercice tellement physique et agréable et ludique, mais tellement révélateur à chaque fois. Là, j'en ai des frissons à chaque fois qu'on a fait un débriefing de ça, là, toutes les émotions que les personnes avaient quand ils se faisaient attaquer, puis tout ça. Puis on a choisi de mettre la photo, puis on a même appelé ça les ballons de Soraya. Vous allez le trouver dans le guide. Soraya, c'était une accompagnatrice qui était avec nous, une praticienne terrain impliquée dans une organisation. Puis dans le cadre de notre trajectoire, elle a eu le cancer. Mais elle était avec nous jusqu'à la fin, elle a dansé avec nous et on a décidé de lui donner le nom de Soraya pour cet exercice-là. Donc, l'objectif du guide, il y a 3 genres d'objectifs. Donc, c'est pour ça que ce qui est fun dans ce guide-là, c'est que la personne qui est membre ou participante dans un groupe et qui démarre un groupe, elle va être capable de se retrouver là-dedans parce que vous allez voir, c'est très, très clair. Donc, ça peut l'aider à renforcer ses capacités comme femme, faire partie d'un collectif pour développer leurs activités génératrices de revenus. Puis on dit bien activité génératrice de revenus parce que ce n'est pas sûr que ça va toujours se traduire par une entreprise ou une coopérative à la fin de la journée. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être une organisation communautaire qui va diversifier ses revenus.
Ça peut être aussi pour outiller, renforcer, on l'espère, toutes les facilitatrices et facilitateurs, les animateurs, les animatrices, les techniciens, les technocrates, les gens là, qui forment le monde présentement d'un bout à l'autre du pays sur comment créer des entreprises collectives, comment créer des entreprises d'économie sociale et solidaire, parce qu'on veut les outiller à améliorer leurs pratiques et être sensibles aux gens, parce ils veulent faire partie de la solution, eux autres aussi, ils sont aussi passionnés que moi, mais sans s'en rendre compte, des fois, ils nourrissent peut-être une certaine disparité qui se nourrit. Et oui, puis ça peut aider aussi à transformer les activités économiques des femmes. Donc, toutes les femmes qui sont dans les photos, c'est des femmes qui ont mis la main à la pâte à la construction. Le dessin en bas, c'est les femmes du Sénégal. Donc, il y en a 3 de la photo qui sont devenues des formatrices qui venaient à notre forum international. Puis après ça, ils retournaient dans leur groupe, puis on faisait de la multiplication, des partages de savoir et de pratiques. Puis en haut, ben, tu avais les femmes de tous les différents pays. Le guide il est structuré en 3 parties. On nomme des choses, comme exemple, le concept du genre. Il y a quasiment autant de définitions que des définitions d'économie sociale et solidaire. Donc, on en propose une, puis il y a les références. Il y a aussi une belle mise en matière avec une dame qui est une praticienne terrain. En tout cas, je ne veux pas même vous dire son nom, puis même vous dire de quoi elle parle, mais vous allez vraiment vous laisser imprégner de ces courants-là, de toutes les formes d'économie qui proposent des changements. On propose des outils, des ressources très participatives pour toutes les étapes de l'accompagnement, puis à des moments donnés, des étapes pour permettre aux femmes de s'auto-évaluer, parce que très rapidement, si on s'auto-évalue en fonction de nos actifs, puis qu'on les valorise, bien, tout le long de la démarche, on les renforce. Et là, c'est ma collègue Ada, on était en train d'animer un atelier sur le canevas d'affaires avec perspective de genre. Chaque grande table était un grand projet. Vous voyez, il y avait des hommes et des femmes, puis beaucoup, beaucoup d'entraide. Donc, dans la première section du guide, c'est là qu'on démystifie le genre. C'est là qu'on parle de l'économie. On démystifie le genre, on démystifie l'économie, puis on démystifie l'économie sociale et solidaire. Donc, on parle de l'économie plurielle, on parle de pourquoi c'est important d'intégrer la perspective de genre. On fait le début d'exercice que je vous ai dit tout à l'heure, si j'étais née d'un autre sexe, comment ça pourrait affecter le développement de notre initiative économique. On fait la balance au niveau de la participation des femmes et des hommes au niveau de l'économie. En tout cas, puis il y a plein d'exercices. Juste dans cette section-là, pour mettre la table, démystifier, amener tout le monde à la même ligne de départ, il y a 15 outils, que ce soit la ligne de pouvoir, la balance de l'inégalité, le quiz de l'égalité, le balance des inégalités, le quiz de l'égalité, le quiz les mythes et les réalités de l'économie sociale, et les 9 dimensions de notre initiative. En tout cas, tout ça, c'est très accessible dans un langage accessible, vulgarisé, testé. Quand je dis testé, éprouvé, là, c'est quand on créait quelque chose et que ça partait. Laissez-moi vous dire que quand tu as 1000 personnes qui y touchent, qui le testent, qui le traduisent dans une autre langue, puis qui reviennent et disent ce petit bout-là, là, pas sûr que ça marche, il faudrait le modifier ou rajouter. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, le restant du guide, on a pris le temps de comprendre comment les gens accompagnaient les entreprises d'économie sociale. Moi, je le faisais, puis j'avais une feuille de route, puis c'est souvent linéaire de la façon que c'est présenté. Puis avec toujours entre 5, 6, 7 étapes. Puis, mais à force de travailler avec les femmes, puis qu'on faisait 2, 3 étapes, exemple, par forum international, puis on allait revalider ça dans le contexte, on en est arrivé avec 11 étapes, puis 3 transversales. Les transversales, c'est de dire, c'est correct de ne pas tout savoir, puis de toujours, à un moment donné, s'il nous manque des éléments, de se former ou de s'informer. Donc, la formation était transversale. Le leadership, le développement du leadership individuel et collectif était aussi une transversale pour toutes les étapes. On ne capitalisait pas juste sur 2 ou 3 personnes qui éventuellement devenaient des présidentes, des présidents. On travaillait vraiment sur le leadership de toutes les personnes impliquées parce qu'on doit développer notre leadership dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre communauté, puis éventuellement aussi, si on est dans une entreprise d'économie sociale, dans notre entreprise d'économie sociale. Puis l'évaluation, d'être capable aisément et facilement de faire le point. Puis là, vous voyez, on est passé d'une logique linéaire à dire, voyons donc, comment ça que tout le monde présente ça linéaire? Nous autres, c'est une roue du développement. Les femmes arrivent avec un bagage, une expertise, un vécu.
Puis, puis en plus de ça, au sein de leur groupe ou de leur organisation, ils ont peut-être déjà fait du travail qui serait transférable dans le développement de leur initiative. Donc, en pensant à une roue, hein, quand vous roulez dans une voiture, la roue, le pneu arrête à un endroit, puis là, vous pouvez redémarrer, vous n'avez pas besoin de reculer pour avancer. Bien, on peut rentrer à peu près n'importe où dans la roue et continuer la démarche, comme parfois on va aller par en avant ou des fois on va retourner par en arrière parce que à quelque part, on se rend compte on a fait notre auto-évaluation dès le départ, puis on s'est rendu compte qu'il fallait davantage apprendre telle chose. Comme exemple, quand on va faire notre liste de prix, ben oui, on pourrait embaucher un consultant, une consultante, puis y penser pour nous autres, mais c'est qui va gérer l'entreprise après? Qui va être capable par la suite d'ajuster sa liste de prix en fonction du marché, puis en fonction du salaire décent qu'on veut se payer, puis tout ça, là? Tu sais, comme qui doit comprendre la mécanique de tout ça? C'est vraiment les personnes au sein des entreprises. Donc, encore là, oups, on arrivait à travailler sur les chiffres dans l'étude de marché, puis là, on se disait, wow, minute, on va aller chercher une formation pour revenir encore plus forte à cette étape-là. Puis c'est pour ça qu'on est arrivé à toutes ces étapes-là. Création d'un groupe, rêve collectif, donc création d'un groupe, puis là, c'est souvent là qu'on confirme le besoin, pourquoi on se regroupe, pourquoi on a le goût de faire des choses ensemble. Après ça, chaque personne a son rêve, puis on pense dire la même chose. Donc, on a des exercices pour s'assurer que les petits rêves, quand on pense qu'on travaille sur le même rêve collectif, qu'on le confirme que c'est vraiment le même rêve collectif. Donc, on a des exercices à cet effet-là. Après ça, c'est pour évaluer notre niveau de préparation. On a différents exercices pour auto-évaluer les actifs des femmes et les valoriser, les renforcer. Puis là, après ça, on donne aussi d'autres genres de façons d'auto-évaluer nos compétences entrepreneuriales. Euh, L'étape 4, on ne la retrouve jamais dans n'importe quel processus, mais nous autres, les femmes, on dit, écoutez, là, comment on pourrait démarrer notre entreprise d'économie sociale? Je ne connais même pas, tu sais, à part où est-ce que je vais acheter mes choses, puis où est-ce que je vais plus souvent, puis où est-ce que, puis les gens que je ne connais pas le territoire. Donc, pourquoi ensemble, on pourrait démarrer une entreprise? Où est-ce qu'on va la mettre, cette entreprise-là? Puis, ce serait quoi la meilleure location? Puis, avec qui on pourrait travailler? La connaissance du territoire, puis des gens qui l'habitent, le territoire. Puis, il y en a que ça va être très local, très régional. Il y en a même, c'est provincial, national. Puis, mais c'était une étape capitale. Puis là, on a utilisé des outils de cartographie, de dessin, tout ça, pour arriver à l'idée d'initiative. Parce que là, des fois, entre l'étape 1 et l'étape 5, on est passé de plusieurs rêves individuels à peut-être 2, 3 rêves collectifs. Mais à un moment donné, il faut trancher. On ne pourra peut-être pas porter 3 projets collectifs d'un coup dans notre collectif. Donc là, l'idée d'initiative, c'est des processus encore là collectifs. Les gens identifient leurs critères de sélection. Ils nomment vraiment puis ils définissent vraiment leurs différentes idées. Et à la fin, on essaie d'avoir une initiative qui rassemble tout le monde. Et là, des fois, il y en a 2 initiatives, puis parfois le groupe se scinde, puis là, il y a 2 groupes qui portent les 2 projets. Puis encore là, si c'est bien fait, bien, ça peut être en solidarité parce que c'est peut-être des idées complémentaires. L'image de l'initiative, c'est ça, nous autres, le Canevas d'affaires avec perspective de genre. Après ça, on a une étude de marché. Ce n'est pas juste l'étude de marché, c'est l'étude de marché participative, une marche du territoire, puis vraiment s'approprier, pas juste les notions de c'est quoi le marché, puis comment faire une étude de marché, mais le découvrir le marché, le sentir, le voir, aller vraiment s'imprégner pour encore là mieux le comprendre, pour mieux après ça positionner l'entreprise, découvrir les ressources qui peut vraiment appuyer. Puis là, les femmes, quand on arrive à cette étape-là, très souvent, puis là, c'est pas juste dans les autres pays, c'est aussi chez nous. Puis j'ai un autre webinaire ce soir. Puis quand je lance la question, OK, on va identifier toutes les ressources qu'on connaît, on a toujours un 5, 10, 15 minutes, là. Il n'y a rien qui se dit. Puis là, à un moment donné, oups, il y en a une. Penses-tu que ça serait une ressource? Puis là, oups, on commence à démystifier, on nomme 2, 3 choses. Puis là, finalement, on en connaît plus qu'on pense, mais souvent, on ne connaît pas les bonnes ressources qui pourraient réellement investir dans nos projets d'économie sociale solidaire. Donc, cet exercice-là permet de partir de nos connaissances, encore là, cartographie, puis plein d'autres exercices. Puis après ça, peut-être approcher des partenaires de terrain qui vont aussi améliorer. Puis là, il y a le plan d'affaires, simplifié, efficace, efficient quand c'est nécessaire. Sinon, beaucoup d'initiatives vont juste travailler avec le canevas d'affaires avec peut-être un budget de plus, le lancement et la consolidation. Puis chaque étape, il y a toujours 1 ou 2 exercices, il y a toujours une mise en contexte. Puis quand je dis une mise en contexte, puis le concept, là, c'est pas 15 pages. Vous voyez l'épaisseur du guide, là?
un ou deux paragraphes, pas qu'on était avare de mots, mais on était à l'essentiel. Puis quand je vous dis qu'on l'a testé, c'est qu'à chaque fois qu'on expliquait un exercice, on voyait si ça pognait ou si ça pognait pas, si ça passait ou si ça passait pas. Donc, on l'expliquait avec les questions de clarification la deuxième fois, mais on était encore meilleur pour mieux l'expliquer. Puis l'économie sociale solidaire, ben oui, c'est une promesse forte. Moi, j'y croyais quand j'étais jeune, puis j'y crois toujours, puis j'y crois encore fondamentalement, parce que c'est une économie qui est gouvernée de façon démocratique par du monde, des hommes, des femmes de tous les âges, de tous les secteurs d'activité, dans toutes les régions urbaines, rurales, dans tous les pays du monde. Et elle se dit porteuse de valeurs humanistes et égalitaires. Puis, comme je vous disais, nous, tout ce qu'on propose présentement avec les outils, c'est qu'on réellement, on ne veut pas dire qu'elle est porteuse, on veut qu'elle le soit réellement, cette économie sociale et solidaire, intégrant le genre, puis le genre avec, on pourrait dire les genres, tout en contribuant vraiment à une construction de l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les genres. La perspective de genre qui est étoffée dans le cahier, c'est, puis encore là, ça fait partie, ça vous montre un peu comment les textes sont présentés. Puis là, vous voyez la dame en haut, à gauche, elle est en train de travailler avec d'autres femmes. On la voit juste elle, mais ils sont en train de faire la cartographie de leur territoire. Les autres travaillent sur le Canva. Non, les autres travaillent sur l'outil d'auto-évaluation de leurs actifs. Donc, individuellement, chaque femme s'est auto-évaluée, mais vu qu'elles font partie du même groupe, elles partagent leurs résultats. Ils n'ont pas besoin de montrer leurs feuilles, mais pour chacun des actifs, que ce soit des actifs sociaux, économiques, physiques et tout ça, la famille, ben, elles peuvent discuter entre elles, puis là, vraiment voir comment elles pourraient s'entraider, parce qu'il n'y a pas deux femmes qui vont avoir la même réalité. Puis finalement, c'est comme un crescendo. Les autres femmes, ben, c'est des femmes qui sont en pleine production. Ils font de la tomate en pot, puis vous ne pouvez pas savoir la célébration qu'il y a de quand tu as passé à travers toutes les étapes et concrètement, les femmes font vraiment leur initiative et qu'elles le vendent. Puis moi, je le vis au quotidien ici aussi. Donc, l'économie sociale et solidaire, en soi, ce concept-là, cette façon-là d'entreprendre, cette façon-là de voir l'économie, nous, on est arrivé à la conclusion de dire que ce n'est pas suffisant. Les valeurs de l'ESS, même si elles portent des principes d'éthique, de politique et d'égalité entre hommes-femmes, encore là, entre le discours et l'action. On a tendance à dire on va mettre des E partout ou on va écrire femme un peu partout, puis oups, ça va être de la magie. Non, il faut que ça soit intégré dans les pratiques, dans l'accompagnement, dans les discussions, dans les débats et vraiment, puis je dis bien débat parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Canada, on en a plus dans d'autres pays, mais des débats pour vraiment aller à l'essentiel de pourquoi on fait ça. Puis l'économie sociale et solidaire, à notre avis, sans perspective de genre, ne déconstruit pas les égalités du genre. Puis donc, si on veut vraiment faire une différence, si on veut vraiment l'attaquer, ce système patriarcal-là qui est assez insinueux parce qu'il est partout, même dans nos pratiques collectives, on le retrouve. On retrouve la division sexuelle, le travail, même dans nos pratiques collectives. Donc, il faut vraiment se poser la question de comment intégrer le genre, pas juste dans nos réflexions, dans nos théories, mais aussi dans nos pratiques. Ça, c'est tous les outils, juste dans la section là, de mise en œuvre là, de 1 à 12, là, parce que tantôt, il y en avait au moins une 16-17 pour juste l'économie et le genre. Donc, il y a un jeu du puzzle, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est puissant au niveau du leadership. Ça a l'air niaiseux, mais je l'ai fait avec des gens, je l'ai fait dans des groupes mixtes, je l'ai fait avec des groupes de femmes et à chaque fois, c'est tellement fort. L'évaluation de notre collectif, le canevas d'affaires en ESS avec perspective de genre. Puis chaque outil est expliqué. Il y a peut-être une photo en complément. Et ben, c'est ça. Puis là, on espère, avec tout le mouvement qui se crée depuis quelques années, puis que ça se parle, puis il y a des paros ici en Ontario qui le font, ce travail-là de développement économique communautaire avec perspective de genre. Il y a Relais Femmes, il y a Compagnie F à Montréal qui est activement impliquée là-dedans. Il y a le réseau canadien DEC qui va s'inscrire si le projet vient au Canada, de former des formateurs, formatrices avec l'outil, mais d'autres outils aussi. Donc, puis là, notre prétention, nous autres, c'était de dire, regarde, on veut les former tous, les réseaux, donc on ne peut pas tout le faire. Donc, on va engager les réseaux là-dedans, puis on a réussi à engager et à impliquer le RIPES dans la démarche. C'est pour ça qu'il y a quelques années passées, il y a un comité femmes et ESS qui a été mis en place.
et que là, les femmes et les hommes qui s'intéressent à la question, on s'est rencontrés, on s'est fait des webinaires, on a été présents au Forum des économies transformatrices. On a beaucoup travaillé avec les porteuses de l'économie féministe et il y a des écrits en français, en anglais, en espagnol, il y a des comptes rendus, il y a des réflexions. Puis ce guide-là se rajoute à d'autres ressources qui maintenant prennent forme, mais on ne les connaît pas d'un pays à l'autre, tout ce qui a été créé, mais plus on va être en réseau, plus on va s'enrichir. Donc, c'était un peu le partage que je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Je vais arrêter les... Puis il nous restera encore 7 petites minutes, puis en ligne. C'est rare, hein, Alice, qu'il me reste des minutes à la fin. Oui, Tu c'est dois être rare. fière de moi, ça en a pris 10. Profitons-en. Mais oui, moi, je suis très contente, en tout cas, de t'avoir entendu parce que ce guide-là, je l'ai vu sur ton bureau, on en a parlé plusieurs fois, puis finalement, ben, comme c'est le cas pour plein de choses, là, on est toujours débordé, puis on n'a jamais le temps de plonger comme on voudrait dans le contenu, mais je suis contente d'avoir eu une vue d'ensemble du guide. C'est tellement riche, puis j'aurais vraiment le goût, en fait, qu'on essaie de faire des sessions interactives pour tester les outils. Ça pourrait être toute une série, en fait, Mm. à la Oui. prochaine session à l'hiver, là. Est-ce que tu penses que ça s'applique, que ça prendrait beaucoup, beaucoup de modifications aux exercices pour pouvoir les faire en ligne? Certains exercices sont vraiment expérientiels, là. Il faut être mais il y en a qui sont adaptables. D'ailleurs, moi, Alice, avec les 4 que je viens de faire pour Wozen, j'en ai déjà adapté quelques-uns parce que je me sers du guide pour aider les femmes et déjà, on parle avec ce petit groupe-là il y a des organisations qui veulent former des formatrices parce qu'ils aimeraient connaître tous les autres outils. Donc, on devrait le faire. Mais l'outil, si ça marche, si ça fonctionne avec les Nations unies, on aurait les ressources pour développer. Puis, je ne te l'avais pas dit, mais j'ai nommé l'atelier dans les partenaires possibles parce que ça s'est fait en dedans de 48 heures, là, donc on fait ça la nuit et ça a été déposé. On ne manque pas l'occasion quand on veut. Oui, tu me connais. Ma réponse est toujours oui, présent. On va être là, on va le faire. Mhm. Génial. Donc, je ne sais pas. Puis, Habitation, Mireille a utilisé le Canva. Mireille, elle a cheminé avec moi pour le plan de vie, puis elle a cheminé aussi avec le Canva d'affaires. Donc, je ne sais pas si elle est toujours en ligne, mais ça pourrait être le fun de savoir comment elle avait trouvé l'outil. Puis les autres, est-ce que ça vous suscite des réflexions? Parce que ça vaudrait la peine, nous-mêmes, de faire les statistiques de combien de femmes ont assisté à nos webinaires. Tu sais, je disais en intro qu'on est à plus que 300. D'après moi, c'est facilement 90%. Facilement. Peut-être 97, 98. Fait qu'il y a vraiment, effectivement, un gros thème Ouais. transversal de genre, là, tu sais, dans nos économies solidaires, sociales, qu'on aborde rarement de front, en fait, comme on est en train de le faire Puis maintenant. c'est rare qu'on met les 2-3 questions qu'on devrait mettre dans tous nos sondages pour aller chercher des données sexo-spécifiques, pour aller raconter cette histoire-là, parce que c'est vraiment des personnes qui s'investissent pleinement dans nos pratiques collectives. Puis on a des centaines d'années là, qu'on a perdu d'histoire parce qu'elles sont invisibles dans cette logique-là collective. Puis je pense que quelqu'un avait allumé son micro? Non? J'entendais un bruit de fond. Non? Ben. Ah oui, puis le Wozen, parce qu'on le fait, nos amis anglophones en Ontario, c'est pour ça qu'ils ont choisi d'investir dans 4 webinaires. Donc, on a pu décortiquer le guide, on ne touche pas à tout, mais on a testé par 4 webinaires avec 60 femmes et ça fonctionne, là. Donc, même en mode virtuel, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais l'appréciation est là, puis il semble que ça aide vraiment. Juste un commentaire, merci. Merci, Myriam. Ah, ben là, c'est pour ça. La question de Chloé est super bonne. C'est qu'en dehors du réseau de SS, les femmes ne sont pas très crédibles en entrepreneuriat, mais en passant,
au sein même du réseau ASS, très souvent, dans certains créneaux, on n'est pas crédible. Je pourrais vous nommer la technologie ou le transport ou même la production alimentaire. Ceci dit, c'est pour ça aussi que de plus en plus de femmes comme moi, je suis impliquée autant dans le réseau maintenant, l'économie privée que l'économie sociale et solidaire. Puis je ne suis pas la seule, on est des milliers, puis il y a quand même des statistiques assez impressionnantes qui montrent que plus les femmes sont impliquées dans différentes structures, bien, plus c'est profitable pour les entreprises, qu'elles soient privées ou collectives. Donc, ben, moi, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, comment on fait pour s'intégrer dans ces réseaux? Ah ah! Ben, premièrement, ben, peut-être juste se dire par courriel ou tout, où est-ce que vous vivez, parce qu'il peut y avoir une chambre de commerce. Ils sont plates habituellement, les chambres de commerce. Il ne faut pas que je généralise, mais il y en a quand même des dynamiques. Mais après ça, il y a différents réseaux dans nos communautés. Il faut faire une petite recherche localement. Puis moi, je vous dirais, si vous voulez entrer dans un réseau, essayez d'aller au moins dans un endroit où est-ce que, au moins, l'intérêt ou la thématique pourrait vous intéresser. Perso, tu as suivi la formation de la compagnie F, Chloé, génial. J'espère que c'est. Moi, j'ai connu les gens qui ont créé la compagnie F. J'enseignais le développement économique communautaire et féministe à l'Université Concordia. Puis je sortais mes étudiants, puis on allait à compagnie F faire le cours là. Et ça fonctionnait tout le temps bien. Donc, puis tu écris encore aujourd'hui, c'était top. C'est vraiment une belle structure qui ont toujours été. Bien, le genre fait partie même de la définition de ce que c'est Compagnie F. Donc, pour les réseaux, il faut vraiment repérer chez nous qui déjà existe dans l'économie. Puis c'est vraiment, faites économie à votre région, vous allez voir plein de réseaux. Si vous ne le trouvez pas, allez dans votre municipalité, il y a une section développement économique, vous allez voir les réseaux et les ressources. Puis approchez pas ceux qui vous intéressent le moins. Essayez d'en trouver un qui vous intéresse pour que votre première expérience, au moins, ça soit assez bénéfique, puis que vous rencontrez des gens. Des réseaux de mentorat, bien, il y a Mentorat, il y a toute l'équipe de mentorat au Québec, là, avec la Fondation de l'entrepreneurship, qui a créé il y a quelques années Mentorat Économie sociale. Et de là, ils ont aussi créé Mentorat Femmes. Le réseau des femmes d'affaires du Québec est ouvert aussi aux différentes femmes. C'est sûr que c'est majoritairement des femmes qui ont choisi l'entrepreneuriat privé, mais il y en a qui sont dans l'entrepreneuriat collectif et associatif qui sont membres. Ça, c'est un beau réseau au Québec. Hors Québec, bien, il y a des organisations comme Sophie Franc dans le coin d'Hamilton, il y a Paro dans le nord de l'Ontario, puis des fois, c'est à l'intérieur de certaines organisations qui sont mixtes. Puis vous pouvez, oui, devenir membre de l'atelier parce que assurément, on pourrait se faire de la place pour parler genre et parler développement, pourquoi pas. Bien, sur ce, il est 13 heures, mesdames, et j'espère qu'à quelque part, vous venez de découvrir un outil, une ressource qui saura vous intriguer, vous intéresser, alimenter votre curiosité. Et vraiment, on espère que, au-delà de ça, qu'on pourrait rester en réseau, parce qu'on peut intégrer un réseau existant ou on peut en créer un. Peut-être que l'atelier pourrait être aussi porteur d'un nouveau réseau francophone de femmes. Ça serait carrément génial. On se sentirait un peu moins seul. Puis oui, Maya. Non, je m'excuse. Je crois que j'ai mis compris la question. Alors, ça va. OK, puis là, je vois que Mireille, elle a écrit, donc vous pouvez voir sa réponse. Merci pour l'espoir. Ah, et on est les porteuses de cette économie, donc, hein, c'est à nous à la changer. Si on n'est pas content de la façon que ça se passe, on est majoritaire, c'est à nous à faire partie de la solution et à proposer. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de réceptivité qu'on pourrait croire. Il y a eu beaucoup de résistance pendant des années, mais ça bouge maintenant. Puis c'est ça qui, moi, en tout cas, ça me rassure. Donc, Alice, je te passe la parole pour clore. Oui, bien merci beaucoup, Ethel. Merci, Maya. Merci à vous toutes d'avoir passé votre heure de lunch avec nous. C'est toujours très apprécié. On sait à quel point votre temps est précieux tout le temps, mais le temps sur Zoom encore plus parce qu'on est toutes fatiguées de ça. Alors, merci énormément. Je suis très contente d'avoir fait le dernier de la série avec vous. Puis, ben, on vous souhaite des fêtes reposantes. Reposez-vous. C'est ça qu'on va faire. On ferme l'atelier pour 2 semaines. Moi et Maya, on est comme... Puis on va prendre le temps de rien faire. Je vous le souhaite aussi de prendre ce temps-là. Prenez À la soin de vous. prochaine, j'espère. Merci Si vous voulez faire beaucoup. partie d'un réseau, écrivez-nous parce qu'on pourrait le créer.
C'est comme ça que ça commence. Ben,